Coucou tout le monde, c'est encore nous, c'est encore moi, avec cette fois Laurence Kaiser, que vous connaissez maintenant, gynécologue, l'héroïne de toutes les gynécologues. Excuse-moi, je t'envoie des fleurs, mais c'est vraiment sincère. Tu es l'une des rares qui s'est levée contre ces histoires d'injection et puis pas que, hein, pour toutes ces manipulations et ces mensonges qu'on vit depuis maintenant 3 ans bientôt. Oh, plus que ça. Plus que ça. On le voit. Mais seulement, disons voilà. que ça se voit bien depuis 2020. Exact. Et là, il se trouve qu'on fait un repas tous ensemble avec plein de copains. Et ça m'a fait super plaisir de voir que tu étais de la partie, tu étais avec nous. J'ai encore appris des choses incroyables aujourd'hui avec toi. Ouais. Laurence, figurez-vous, lavait ses billets de banque, enfin nettoyait, désinfectait ses billets de banque. Il n'y a pas si longtemps, Laurence. Hein. Comment tu en viens depuis ça à maintenant être résistante? Pour moi, c'est une énigme. Explique-nous le chemin parcouru. Mais le chemin parcouru, ça a été une succession de petites pièces de puzzle que j'ai pas accepté tout de suite d'assembler parce que peut-être que c'était trop stressant pour moi et peut-être aussi tout simplement parce que le ronron des médias dominants était un bruit de fond trop présent pendant tout un temps et que donc ça m'a empêché de faire A plus B tout de suite. Et donc pendant une année, moi j'ai vraiment cru que Covid était une maladie extrêmement dangereuse pour tout le monde, qu'on allait s'en sortir avec des masques en tissu. Quand j'y pense maintenant, ça me fait rigoler. Mais fabriqué par ta copine. C'était par ma secrétaire. Voilà. En même temps, je voulais lui faire plaisir parce qu'elle avait passé son week-end à les coudre pour moi. Donc en même temps, je trouvais ça tellement touchant. Et en même temps, je me disais, bon, peut-être que ça évite un peu. Enfin, j'étais pas trop convaincue. Ça peut marcher. Sur un malentendu, ça peut marcher. Mais donc, j'avais surtout très peur de contaminer mes enfants, mes parents. Oui, voilà. tu m'as parlé d'une table où vous étiez à l'opposé, la mamie d'un côté, le fiston de l'autre. Oui, tout à fait. On avait séparé les générations. Ouais, ça, c'était Noël 2020. Hein, donc, encore heureux, elle n'a pas mangé à la cuisine. Hein. Tu m'as rassurée là-dessus. Non. Je les ai autorisés à circuler dans la maison, à aller aux toilettes et à manger avec nous. Tu es quand même. Tu es très bonne, Laurence. Alors, comment on en vient de ça à maintenant dénoncer? Donc, je prenais mes billets, je les mettais dans ma petite caisse et je faisais un spray d'alcool. Ouais, voilà. Donc, combien de temps tu as fait ça? J'ai fait ça 1 an. Pendant un an, tu sprayais tous tes billets? Oui, tout en ayant constaté par moi-même que je perdais aucune patiente. Oui, c'est ça qui était intéressant, c'est que ce virus super mortel qui devait tuer tout le monde, finalement, il a tué personne autour de toi. Autour de moi, il a tué personne. J'avais appris à le soigner extrêmement tôt, puisqu'en mars 2020, à ma connaissance, je suis le premier médecin en Belgique à avoir soigné un Covid. C'était mon père. Attention, elle est avec nous. Hein. C'était mon père et donc je l'ai soigné avec un simple antibiotique, l'azithromycine. Donc j'avais appris ça, j'avais été me proposer à l'hôpital et on m'avait refusé. Oui, ça tu m'as dit. Alors c'est quand même. Écoutez bien, parce que donc, tu vas te proposer parce que tu entends partout à la télé qu'on a besoin d'aide, les soignants pour aider. Les soignants désespérés qui n'arrivent pas à soigner toute la quantité phénoménale de personnes qui tombent comme des mouches. Et tu te présentes à l'hôpital. En Italie, on voyait des urgences avec des gens qui croulaient des brancards. Enfin, c'était l'horreur. Donc, je me dis, mais c'est pareil, je vais aller me proposer. Puis on me regarde, mais t'es bien gentil, Laurence, mais il n'y a pas assez de travail pour nos assistants. On va quand même pas t'appeler. On est obligé de les mettre en congé. Donc, il n'y avait déjà pas assez de travail pour le personnel en place. Et cette constatation, je l'ai faite par 2 fois parce que j'ai eu une patiente. Il faut savoir que tout un temps, nous avons reçu l'ordre de fermer nos cabinets médicaux. Hein. Donc tout un temps, les patientes n'étaient reçues nulle part si ce n'était pas Covid. Et quand c'était Covid, ce n'était pas chez le généraliste. C'était directement à l'hôpital et encore les cas graves. Donc aucun médecin ne pouvait plus exercer. Médecin ne pouvait exercer. Et donc moi qui suis médecin spécialiste,
je n'ai pas obéi. Ça, bien que... Donc malgré le nettoyage des billets, la désinfection, oui, t'as quand même pas obéi. Explique-moi la dissonance là. Alors, ça c'est simplement ma conscience en fait. Voilà. J'ai quand même prêté serment d'un jour aider malgré ce que... Quoi qu'il m'en coûte. Quoi qu'il m'en coûte. Et donc, je me suis dit, ben là c'est pareil que si c'était la guerre, il faut y aller, il faut aller au front. C'est la guerre d'ailleurs, Macron l'a dit. Voilà. Hein. Bon, en Belgique, je sais pas, mais en France, en tout cas, on a tous chanté, nos dirigeants ont tous chanté la même chanson. Hein, donc, ils n'ont pas prononcé le mot guerre, mais on avait largement relayé les paroles de Macron dans tous les pays d'Europe. Et donc, on les a entendues aussi. Hein. On était imprégnés de ça. Et je me disais, de toute façon, que ce soit la guerre ou pas, c'est mon travail, c'est mon serment, et j'y vais. Et donc, j'ai laissé mon cabinet ouvert et j'ai vu arriver tout un tas de gens qui auraient dû être pris en charge aux urgences et qui auraient dû être, en tout cas, avoir un suivi. Et un jour, je vois une dame qui a une boule au sein et je lui dis, je suis pas alarmiste, mais je lui dis, bon, bah, madame, soyons prudents, vous avez besoin de faire un examen. Donc, on va vous faire une mammographie. Alors, je ne suis pas pour les mammographies systématiques, mais elle était symptomatique. Elle avait quelque chose qu'il fallait identifier. Et donc, je lui dis, mais vous savez, les délais sont souvent très très longs pour une mammographie. Et dans ma tête, j'avais ces images qu'on voyait tourner en boucle, que pour diagnostiquer les Covid, on faisait des scanners pulmonaires. On n'avait à l'époque pas de test PCR. Donc c'était avril-mai 2020, un truc comme ça. Et donc, je m'imaginais le service de radiologie tournant à plein régime pour faire des scanners pulmonaires à tout le monde, puisqu'on ne recevait plus que des malades Covid et que les hôpitaux étaient censés être complètement débordés. Et donc, je dis à la dame, bah, écoutez, je vais voir s'il y a un petit créneau pour vous. Je prends mon téléphone, j'appelle la radiologue et je lui explique le cas et je lui dis quand est-ce qu'elle peut venir. La dame, dans pas trop longtemps, elle me dit, bah, dans 15 minutes, en fait, je m'ennuie, j'ai rien à faire. Là, Pardon, mais c'est tellement énorme. Je m'ennuie, j'ai rien à faire. Venez vite parce que. Oui, voilà, c'est ça me fera un peu d'occupation. Ça va m'occuper. Dans ma journée. Enfin, là, je me dis, ah bon. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer à désinfecter mes billets. Malgré tout, Laurence, elle n'en démordait pas. C'était la pandémie du millénaire. Mais voilà, j'arrivais pas à croire qu'on puisse nous mentir à ce point. C'était vraiment impossible pour moi. Et donc, je continuais à penser que peut-être on avait de la chance dans l'hôpital de mon coin. Il y avait un microclimat spécial autour du... En plus, il faut savoir que on a énormément d'Italiens dans la région où je travaille et ils étaient tous revenus en masse d'Italie où la pandémie avait pris de l'avance. Et donc, on a eu beaucoup de cas. On a eu une vague d'Italiens originaires d'Italie qui sont revenus à domicile. Et il y a eu énormément de cas du côté de Mons et la Louvière. On était en plein dans l'œil du cyclone et malgré tout... la radiologue s'ennuyait à l'hôpital. Donc voilà. Okay. Donc ça c'était quand même donc très, à ce moment-là, il y a plusieurs choses qui se passent en toi. Oui, de décalage, on va dire. Un décalage, oui. On était deux dans ma tête. C'est ça, au moins. Mais il y en a une qui comptait les points et qui les rangeait dans un tiroir et l'autre disait non, c'est grave, on va tous mourir. Ils l'ont dit à la télé. Et donc là, voilà. Jusque quand il y a cette espèce quand ils sont arrivés avec les injections, là j'ai quand même connecté les deux. Oui, j'ai connecté les deux en disant non, un vaccin il faut 10 à 15 ans pour mettre un au point. Donc 6 mois ça marche pas. Avec une technologie ARN messager qui est instable et qu'on essaye d'utiliser depuis 30 ans sans succès, avec même des catastrophes. Il faut savoir quand même que quand ils ont essayé de faire des thérapies géniques sur les cancers, ils en ont déclenché d'autres, ils ont tué des gens, notamment des enfants. Mais là, c'était dans un autre contexte, parce que c'était des enfants extrêmement malades et c'était la solution de la dernière chance. C'est pas la même chose, il n'y a plus rien à faire. C'est pas la même chose d'injecter un produit à des gens sains qui n'ont rien et qui ne sont même pas dans la tranche d'âge concernée par la maladie. C'est tout à fait différent. Mais bon, à l'époque, je savais simplement que je n'avais pas confiance dans cette technologie,
que jouer avec la génétique, c'est très dangereux et qu'il fallait beaucoup plus de temps pour un vaccin. Donc, j'ai pas du tout accepté, j'ai pas du tout cru. J'ai pas adhéré à ce récit-là et je croyais toujours aux microbes dangereux, mais pour moi, c'était pas la solution. Et surtout que tu avais déjà soigné ton père. Et je commençais à apprendre à soigner, parce que j'avais soigné mon père, j'avais soigné ma secrétaire. Donc je commençais à un petit peu plus pouvoir gérer ça. J'ai rencontré des médecins qui étaient eux à ce moment-là déjà dans les traitements plus avancés. Donc j'ai appris encore mieux à soigner. J'ai fait quelques manifs et finalement, j'ai moi-même soigné une bonne centaine de patients Covid avec tous les traitements qu'on nous dit ne pas marcher, c'est-à-dire azithromycine, hydroxychloroquine et ivermectine, absolument, zinc, vitamine D, vitamine C, sélénium, glutathion, enfin bon, acétylcystéine, tout ce qu'on connaît et qui fonctionne parfaitement bien. Et évidemment qu'il y a toujours des gens qui meurent dans toutes les conditions extrêmes, que ce soit le froid, les épidémies, la faim ou les vagues de chaleur. Mais il y a des gens qui, en fait, on dirait qu'en 2020, on a découvert un truc, c'est qu'à la fin de sa vie, on meurt. Enfin, je sais pas. Non, c'est interdit. Et voilà. Alors c'est toujours triste, mais on sait qu'on doit perdre nos aînés un jour. Et le truc le plus important qu'on doit faire à ce moment-là, c'est d'être à leur côté. Et oui, et ne pas et les donc isoler, on les a complètement abandonnés. Et ça m'a aussi tout de suite extrêmement choquée, évidemment. Hein. Ouais. Donc là, finalement, on va dire, quand est-ce que tu t'es vraiment réveillée là? Fin 2020. Fin 2020. Et ce qui m'a vraiment libérée du masque, c'est le dernier truc que je n'osais pas enlever. Ce qui m'a libérée du masque, c'est d'attraper Omicron, en fait. J'ai enfin attrapé. Hein, c'est ça? Oui, libéré, délivré. Libéré, délivré, Omicron. Le 31 décembre, il y a un an moins un jour aujourd'hui, le 31 décembre 2021. Donc, oui, non, ça a été un long cheminement. Presque 2 ans avec cette le masque, je l'ai abandonné que le 31 décembre 2021. Alors, ça, c'est le volet, on va dire, réveil. Maintenant, le volet enveloppe, parce qu'il y a un deuxième chapitre. C'est les enveloppes reçues par les hôpitaux. Oui, alors tout ce que j'ai finalement découvert, compris, recherché, ça m'a ramené un petit peu en arrière à quelques réminiscences qui nous préparaient finalement à ce qui s'est passé. Donc en 2019, nous avons été, nous gynécologues, invités de façon pressante, bien sûr, invité sans avoir le choix, n'est-ce pas? Voilà, à une réunion à l'hôpital où on nous a clairement expliqué que les hôpitaux allaient être financés par enveloppe et que ça, c'était décidé par l'OMS, ce qui veut dire que c'est mondial. Tous les pays ayant adhéré à l'OMS, étant membres de l'OMS, appliquaient ce système-là. Et donc, on nous expliquait clairement que chaque pathologie, chaque acte était financé avec un montant précis. Et par exemple, pour les gynécologues, c'était un accouchement. Un accouchement tourne autour des 350 €, c'est un petit peu moins. Et cette enveloppe de base, il fallait la partager entre le gynécologue, le pédiatre, l'anesthésiste, même s'il ne venait pas à l'accouchement, s'il ne faisait pas de péridurale, il avait sa part, et l'hôpital. Bien sûr, l'hôpital qui prête ses infrastructures et son personnel, c'est tout à fait normal qu'il soit payé. Mais donc, cette enveloppe-là, elle était fixe. 350 € voilà. Pour l'accouchement. Et donc, on ne pouvait pas espérer en retirer plus pour nous. Il fallait donc faire des extras. Pour que l'accouchement soit considéré comme plus rentable, puisqu'on est sur de la rentabilité, il fallait donc inventer, pas inventer, mais aller gratter dans les antécédents de la patiente tout ce qui pouvait évoquer une pathologie. Donc une entorse, une cystite, un engorgement des seins, une épisiotomie douloureuse, un saignement un peu plus important à l'accouchement, n'importe quoi, des hémorroïdes, n'importe quoi. Qui aggrave le cas et qui permet de qualifier l'accouchement de pathologique, c'est ça? Voilà, de passer d'accouchement normal en accouchement à risque et pathologique. Et alors dans ce cas-là, l'enveloppe, elle était de combien? Et l'enveloppe, je sais pas. Question. C'est dire que je m'intéresse beaucoup. Ça veut dire que c'est pas du tout ton truc de gratter. C'était plus. L'argent, là, non. Mais non, voilà, c'est pas pour ça qu'on fait ce métier-là. C'est sûr. Voilà, donc on avait bien reçu le message.
ça c'était le premier truc. Pour la petite info, et je te l'ai pas dit, fin 2021, j'ai perdu le droit d'opérer parce que je ne suis pas assez rentable. Waouh! Donc on m'a proposé on te l'a dit texto? Pas texto, non, c'est beaucoup plus insidieux. Vous ne venez pas assez souvent, vous ne remplissez pas assez vos plages horaires de salle d'opération. C'est quoi la jauge nécessaire? Donc il faut. Ça n'était pas précisé. Voilà, ça reste flou. Mais il fallait donc que je trouve des cas supplémentaires. Mais trouver des cas supplémentaires, ça voulait dire opérer des gens qui n'avaient pas besoin d'être opérés. Hein? C'est quoi cette histoire de rente? C'est comme des parce que l'hôpital il a besoin d'amende. Oui, c'est ça, voilà. L'hôpital a besoin, donc il fallait trouver, si possible, des pathologies un peu plus conséquentes pour pouvoir faire des opérations un peu plus grosses et plus longues et plus rentables. Mais ces gens-là veulent notre santé, n'est-ce pas? Ils veulent notre santé. Donc il y a plus d'administratifs dans un hôpital que de médecins et de soignants. Hein. Ah, c'est intéressant, ça, je savais pas. Ah oui, ils n'arrêtent pas de virer des infirmières et d'engager des administratifs qui vont calculer comment faire des économies sur les soins de santé. Hein. Donc ça, c'est partout. Hein. Renseignez-vous. En France, c'est idem. Je suis sûre qu'en Suisse, c'est pareil. Certainement. À investiguer. Hein, les enveloppes en question, c'était du cash ou ça peut être alors, sous quelle forme? Ah non, ce sont les mutuelles qui payent. Donc c'est l'OMS qui détermine combien vaut un accouchement, combien vaut une... voilà, l'OMS donne les tarifs. Oui. Combien vaut une hystérectomie? C'est les assurances qui payent. Combien vaut une pneumonie? Combien vaut une maladie Covid? Et est-ce que tu peux nous dire combien vaut un diagnostic Covid? Non. D'accord, parce que j'ai entendu des choses aussi à ce niveau-là. Ça, je ne sais pas. Bon, suite au prochain numéro. Ouais. Ça, c'est pour l'épisode des enveloppes. On passe au troisième volet qui est encore plus, je dirais... c'est très glauque. Accrochez vos tripes. Si vous avez mangé... même chose en 2019, donc avant la pandémie. Encore une fois, une réunion à l'hôpital où on nous fait un exposé sur les avortements. On nous explique qu'il faut absolument changer le moment où on peut interrompre la grossesse et prolonger la possibilité d'interrompre la grossesse parce qu'il y a à peu près 500 femmes par an en Belgique qui vont se faire avorter en Hollande parce qu'elles ont dépassé le délai légal. Donc on veut, le délai légal, il est prolonger le délai légal, il est de 14 semaines d'aménorrhée. En Belgique, donc sans en Belgique, 14 semaines. Voilà, 14 semaines depuis les dernières règles. 3 gros mois. Ça fait 3 mois. Ouais. Ça fait 3 mois. Et donc on nous explique qu'en fait il va falloir prolonger, il va falloir doubler. De 14, on passerait à 28 semaines. À 28 semaines, donc 28 6 semaines. mois. Il faut savoir qu'un bébé, c'est compliqué, mais ils sont viables à 23-24 semaines. Hein. Donc là, c'est compliqué pour eux. Mais à 28 semaines, ils sont... Attention, c'est pas souhaitable de naître à 28 semaines. On est d'accord, mais c'est possible. Les prématurés, à 28 semaines, ils sont... On connaît tous des enfants qui sont nés très tôt et trop tôt et qui sont bien. Donc voilà. Et les personnes qui nous parlaient étaient deux femmes qui travaillaient en planning familial. Et quand qui vous exposait donc ce besoin d'augmenter ce durée pour préserver pour les femmes le droit des femmes et pour prendre en charge ces femmes-là. Je pense qu'il faut effectivement les prendre en charge, mais dans un contexte pas d'une loi fourre-tout, mais plutôt du cas par cas avec un comité d'éthique, etc. Voilà, ça, ne pas rejeter ces demandes-là parce que on ne sait pas ce qu'il y a comme souffrance derrière, mais pas en faire une loi. Enfin, voilà. Un truc clé en main qui est hyper violent. C'est comme pour le Covid, il n'y a que le soi-disant le vaccin, alors qu'il y a plein d'autres façons de le traiter. Alors, de la même façon, il y a plein d'autres façons. Voilà, et c'est pas pour jeter ces femmes-là dehors, mais c'est pour ne pas légaliser quelque chose d'aussi contre nature, je dirais, parce que quand même, là, on rentre dans le domaine très flou du viable et donc du meurtre éventuel. Enfin voilà. Ces propos-là, ils n'engagent que moi, mais je pense quand même qu'il y a des questions à se poser. Alors, les néonatologues s'en sont posés ce jour-là, parce qu'il y avait des pédiatres néonatologues qui étaient présents et ils nous ont demandé, ils ont demandé à ces personnes qui nous faisaient l'exposé, comment on allait atténuer la souffrance des bébés, s'il y avait moyen de les endormir éventuellement, parce que le système nerveux, il est fini, enfin, il est là, hein, il existe. Donc voilà, l'angoisse de mort et la douleur physique, ça existe. Et là, ça a été vraiment une insurrection générale avec
de la colère, énormément de colère de la part des personnes qui nous présentaient leur exposé, disant qu'on ne pouvait pas culpabiliser les femmes en évoquant l'éventuelle souffrance d'un être qui n'avait pas à venir au monde, qu'on n'avait pas le droit d'appeler bébé d'ailleurs. Et donc finalement, elles ont tout simplement dit qu'il suffisait de couper le cordon ombilical pour donc à l'intérieur du corps, mettre le spéculum, percer la poche, attraper le cordon, le couper. À ce moment-là, l'enfant fait une hémorragie. Et après, de le démembrer, excusez-moi. Mais ça, c'est terrible. De le démembrer pour le sortir. Évidemment avec la femme qui est endormie parce qu'on peut quand même pas demander à une dame de subir ça en conscience. Ça je suis tout à fait d'accord, mais enfin voilà, c'était d'une violence naturellement, comme si c'était une solution évidente. Oui, c'est probablement d'ailleurs ce qui se pratique dans d'autres pays et j'ai pas de jugement par rapport aux gens qui font ça. Mais moi je pourrais pas le faire déjà, enfin voilà. Moi, je comprends. Et puis je me suis dit là on parle pas d'exception, on parle pas de, oui c'est ça, on veut mettre en place. D'une exception on veut faire une règle. On en est là encore maintenant aujourd'hui avec d'autres thèmes, comme par exemple le wokisme, parce qu'on pourrait aussi dire des trucs là-dessus, mais bon, ça, on n'a pas prévu, mais voilà, d'une exception on fait une règle et dans la règle on met tout le monde et puis on banalise l'extraordinaire banalisation du mal en fait, c'est ça. Donc moi j'étais extrêmement perturbée par cet exposé, par la réaction de ces femmes. Et j'entends qu'elle... Pas de réaction, attends, pardon, je te coupe parce que ça me choque tellement encore de les réécouter, parce que tu m'as expliqué ça tout à l'heure. Oui. Pas de réaction dans l'assistance, personne qui dit rien. Non, il se posait plus des questions pratiques en fait. Comment on fait pour... Oui, c'est ça. Et quelle plage horaire on attribue à ça. Enfin, c'était très... C'est comme si c'était accepté en fait. Et mes confrères après, ils en parlaient naturellement en mangeant leur petit four. Enfin, moi j'ai eu l'impression de ne pas faire partie de cette planète-là. Je me demandais ce que je faisais là. Je me disais mais il n'y a que moi que ça choque en fait. Je ne comprends pas. Donc 2019, c'était quoi? 2019, je sais plus exactement. Oui, c'était pas au début de l'année, c'était assez loin dans l'année, mais je ne peux plus préciser, je l'ai plus en tête. Un petit peu avant le début de la pandémie et de toute cette folie qui nous a embarqué toute la planète entière. Et ça t'a quand même fait tilt. Mais pas à ce moment-là. Enfin, comment relier? Non, mais pas par rapport au Covid, mais par rapport à... Mais par rapport au mensonge. Au mensonge et à la façon de faire du soin, en fait. Oui, oui, mais évidemment. Bon, les enveloppes, ça j'ai tout de suite compris. Oui. J'ai très vite compris. J'ai une amie qui est anesthésiste. Qui était importante que J'ai une amie anesthésiste qui travaille aux soins intensifs. Ils avaient clairement reçu les instructions de mettre le diagnostic numéro 1, Covid. Même si les gens sont morts d'une septicémie sur une perforation digestive, rien à voir avec Covid. Ils avaient aussi attrapé Covid. Bah oui, forcément, si on séjourne longtemps dans un hôpital. Ou alors avec un simple test positif. Mais à ce moment, à ce moment-là, il n'y en avait pas forcément toujours. Et on les réservait au cas suspect ou fragile, ou alors on faisait les scanners. Ces fameux scanners thoraciques. Mais donc, voilà, le coût des enveloppes, ça je l'ai tout de suite su. Et puis d'ailleurs, on pouvait quand même bien se demander où étaient passés tous les autres morts. Quand on entendait il y a X morts par jour de Covid, oui, mais X morts par rapport à quoi? C'est ça. Il y avait plus de grippe, par exemple. Moi, ça c'était quand même quelque chose qui me titillait aussi. Je me disais, de un, la communication, elle est anxiogène à mourir. Comment ça se fait d'ailleurs? Le terme anxiogène à mourir, c'est bien, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que ça peut faire paniquer jusqu'à nous donner envie de mourir, nous pousser au suicide ou abaisser nos défenses immunitaires jusqu'à ce qu'on soit plus capable de se défendre. Donc, la communication mortifère était vraiment toxique. Et ça, c'était évident pour moi. Et alors, le fait qu'on n'ait plus de point de repère, on ne savait pas
combien de morts de Covid, combien de morts de cancer, combien de morts de crise cardiaque. On n'avait plus que ça, quoi. Enfin, c'était Covid à toutes les sauces. Donc là, il y avait quand même un souci. D'ailleurs, à l'époque, c'était coronavirus ou Covid-19, on disait? Parce qu'il y a eu un petit peu un changement de sémantique. Je crois que c'était coronavirus. De terminologie. Au début, c'était coronavirus. C'était coronavirus, oui. Voilà. Bon, bah écoute, sur ton témoignage, pour moi, il est édifiant. Chaque fois que je te parle, j'apprends des nouvelles choses incroyables sur le domaine de la santé, prétendument de la santé, de la médecine. Et je te suis tellement reconnaissante d'avoir gardé ton intégrité et ton... Je peux quand même dire une chose, ton parce humanité. que j'ai donné beaucoup de petits flyers, de petits livres pour essayer d'éveiller les consciences dans l'entourage, dans mon entourage professionnel, auprès de mes confrères et consoeurs. Et ici, tout récemment, lors d'une réunion, je leur ai demandé s'ils étaient au courant que les règles hémorragiques étaient le deuxième effet secondaire reconnu. Réponse ils n'étaient absolument pas au courant du tout. Des confrères gynécos? Des confrères gynécos. Hein, ils n'ont pas vu Les confrères gynécos ne savent pas que les myocardites et les règles hémorragiques sont des effets secondaires des injections et que c'est reconnu par l'Agence européenne des médicaments. Oui, ils ne savent pas. Mais est-ce qu'ils l'ont constaté dans leur travail? Et à ce moment-là, c'est justement ça que je voulais en venir. Oui. Quand j'en ai parlé, j'ai plusieurs consoeurs qui se sont retournés, qui m'ont dit « Tiens, au fait... » Mais en fait, c'est nous. C'est drôle. Non, c'est drôle. Nous, on voit plutôt une disparition des règles. Ah, voilà. Donc des ménopauses précoces. Elle voit les choses. Mais elle ne voit pas le lien. Mais elle ne considère pas que ça doit être mentionné, que c'est suffisamment sévère pour qu'elle se fonde d'un effort. Mais elle voit une différence. Elle voit une différence. Donc, c'est pas que les médecins ne voient pas, c'est qu'ils minimisent les conséquences. Maintenant, si vous avez quelqu'un qui n'a plus ses règles pendant, je sais pas moi, X mois, ben, vous pouvez quand même vous demander si sa fertilité elle est encore au top. Enfin, je sais pas, c'est quand même une question assez basique. C'est une possibilité qu'elle soit ménopausée. Alors, est-ce que tu as un message à tes collègues justement qui ne font pas les liens, par exemple? Ou n'importe qui. Nous avons, durant nos études de médecine, appris tout le Vidal par cœur et je peux vous dire que c'est pas marrant. Combien de pages? Je ne sais pas. C'était horrible. Donc, on a dû apprendre molécule par molécule comment ça s'administre, comment le corps le reçoit, comment le corps l'élimine, quels sont les effets positifs, quels sont les effets négatifs, quelles sont les interactions entre les médicaments. Tout ça, on a dû apprendre. Et ici, comment se fait-il qu'on ait pu accepter un produit dont on nous dit absolument rien, sauf qu'il est couvert par le secret de l'industrie. De l'industrie. Enfin, c'est quoi? On n'est pas en train de donner des produits pour une pelouse, quoi. Enfin, c'est mettre des produits dans le corps des gens. Et on ne sait pas ce qu'on fait, en fait. Donc, il faudrait déjà, premièrement, se souvenir que ça, c'est vraiment pas normal et qu'on doit connaître ce qu'on prescrit, ce qu'on administre. On doit le connaître, absolument, parce que tout le reste, on l'a appris. Et deuxièmement, oui, il existe des effets secondaires sur tous les médicaments. Et donc, il faut pouvoir entendre que les vaccins en ont aussi. Et il faut aussi reconnaître que nous avons une formation de merde. Mais vraiment, ce qu'on a appris sur les injections vaccins, c'est le vaccin, c'est bien, Pasteur est formidable. C'est à peu près tout, quoi. C'est à quel moment de la vie, à quel moment on doit... Oui, enfin, c'est pas avoir un esprit critique sur les vaccins. Ça, c'est juste acter que c'est bien et qu'il faut y penser, quoi. Sans mentionner encore le fait que ces choses-là ne sont pas forcément des vaccins, n'est-ce pas, ma chère? Alors ici, on n'est même pas sur un vaccin. Hein. Ils ont appelé ça vaccin, mais on n'est même pas sur un vaccin, puisque le procédé est tout à fait différent. Ça ne protège pas et ça n'empêche pas la transmission. Oui, et puis on pirate le corps pour qu'il produise des substances qui sont toxiques et qui sont analogues au virus qu'on veut éviter. Mais donc, et on peut quand même se demander ce que ces substances toxiques, ces protéines toxiques font dans notre corps. Et on voit qu'il y a quand même de sacrés dégâts. Hein, donc il y a beaucoup de dégâts. Moi, je pense qu'il faut retourner à la base de la médecine et écouter vos patients. Écoutez vos patients, respectez-les et prenez-en soin. Et ne faites pas confiance à ceux qui ont le pouvoir et l'argent. Parce que ce n'est pas eux. Moi, je me rends compte de plus en plus combien les médecins sont biberonnés par les industries pharmaceutiques. Nous ne sommes plus là
pour faire de la prévention. Nous sommes là pour dépister des maladies. On nous apprend à gratter, vraiment à chercher, à trouver et à faire rentrer les gens dans un système qui va en faire des malades chroniques. Et qui va faire de la rentabilité. Qui va faire du fric à tout prix. Voilà. Donc ça c'est pas du tout pour ça qu'on a prêté un jour serment. Vous avez signé, hein, que vous êtes engagé. Voilà. Bravo Laurence, on lâche rien. On lâche rien. À très bientôt. Et bonne année les amis. Et bonne année.